Dans cette vidéo, nous allons analyser toutes les fois où vous avez eu de la peine pour Peter Griffin. Commençons. L'addiction de Peter à la chirurgie esthétique. Lorsque la vanité a failli détruire la famille Griffin, Peter Griffin devient complètement obsédé par la chirurgie esthétique après une liposuction, se transformant en quelqu'un de méconnaissable et perdant l'amour de sa famille. Peter, tu ne peux pas juste t'aspirer 200 livres de graisse. Ce n'est pas naturel. Cet épisode montre à quelle vitesse la vanité peut dégénérer quand quelqu'un goûte pour la première fois à la beauté conventionnelle. Tout ce gâchis commence parce que Chris se sent mal à cause de son poids et veut aller nager à la piscine de l'hôtel sans sa chemise. La famille séjourne à l'hôtel car leur maison est infestée de puces, et ce qui aurait dû être des vacances amusantes se transforme en un autre rappel douloureux pour Chris concernant son image corporelle. Chris, pourquoi tu ne veux pas enlever ta chemise? Parce que je suis gros. Peter voit son fils aux prises avec ses problèmes et veut sincèrement l'aider. Il emmène Chris voir le frère de Lois, Broderick, un chirurgien esthétique, pensant qu'une solution rapide résoudra tout. Broderick donne cette explication bizarre sur la façon dont il se faufile en vous, tel un béret vert au Vietnam, pour éliminer toute la graisse, ce qui aurait dû être le premier signe avant-coureur que ce type n'était peut-être pas le médecin le plus professionnel. Quand Chris prend la décision étonnamment mature de s'en tenir au régime et à l'exercice plutôt qu'à la chirurgie, on pourrait penser que ce serait la fin de l'histoire. Mais Peter, étant Peter, décide de subir l'intervention lui-même quand même. Il retire d'un coup 90 kg de graisse, ce qui est absolument fou d'un point de vue médical. La plupart des médecins légitimes ne feraient jamais quelque chose d'aussi extrême, car c'est incroyablement dangereux. Mais Broderick n'a apparemment aucun problème à transformer Peter en une personne complètement différente du jour au lendemain. Dès que Peter voit à quel point il a changé, tout bascule. Il devient accro à l'attention et à la façon dont les gens le traitent soudainement comme un roi. Des inconnus commencent à lui rendre service. Les portes s'ouvrent littéralement partout où il va. Et il est invité à rejoindre ce club exclusif de gens magnifiques. Le club lui offre un panier de bienvenue avec des lunettes de soleil Ferrari et des pilules pour que ses selles sentent les brioches à la cannelle. Ce qui est à la fois ridicule et illustre parfaitement à quel point ces gens sont obsédés par chaque aspect de leur apparence. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il est convaincu qu'il a besoin d'encore plus de travail. Il se fait refaire les fesses parce que les anciennes avaient une fissure, ce qui est une justification tellement Peter Griffin pour une chirurgie inutile. Il retourne sans cesse chez Broderick pour d'autres interventions, chacune le faisant ressembler de moins en moins au Peter que sa famille connaissait. Le docteur n'a apparemment aucune limite éthique et continue de l'opérer chaque fois que Peter le demande. L'addiction à la chirurgie change complètement la personnalité de Peter, et ce, de la pire des manières. Il devient cette personne superficielle et narcissique qui méprise tout le monde, y compris sa propre famille. Il se met à traiter les gens normaux de normies comme s'il était un être supérieur. Quand Lois essaie de lui parler de la façon dont il traite Chris, Peter agit comme si elle était jalouse et inférieure à lui maintenant. Il colle même son nouveau visage sur celui de Lois dans leur photo de mariage, car il estime que son nouveau look est bien meilleur que tout le reste sur l'image. Le moment le plus déchirant est quand Peter essaie d'amener Chris au club des belles personnes. Le videur jette un œil à Chris et lui dit qu'il ne peut pas entrer parce qu'il est gros. C'est exactement le genre de rejet qui fait que Chris se sent si mal dans sa peau. Et au lieu de défendre son fils ou de s'en aller, Peter abandonne Chris devant la porte et rentre quand même. Il préfère ses nouveaux amis superficiels à son propre enfant, ce qui montre à quel point il est tombé bas. Lois lui reproche d'être devenu un crétin superficiel et égocentrique, mais même elle admet qu'elle n'a jamais été aussi attirée physiquement par lui. Cela crée cette situation étrange où elle est dégoûtée par sa personnalité mais attirée par son apparence, ce qui montre vraiment à quel point les standards de beauté de la société peuvent être tordus. Même quand les gens savent que quelqu'un est devenu horrible, ils sont toujours séduits par son apparence. La spirale de vanité de Peter atteint son paroxysme lorsqu'il décide de subir, lui aussi, une chirurgie faciale. À ce stade, il est tellement obsédé par la perfection qu'il ne peut s'empêcher de repasser sur le billard. Mais cette fois, l'opération tourne horriblement mal et manque de le tuer. La transcription mentionne que c'est un miracle qu'il soit encore en vie et que la science médicale a tellement progressé, ce qui suggère que toutes ces opérations combinées ont créé une sorte de désastre médical. Lorsque les bandages sont finalement retirés, toutes ces opérations ont été annulées d'une manière ou d'une autre, et il ressemble exactement à son ancien lui. Sa famille est sincèrement soulagée de retrouver le vrai Peter, ce qui en dit long sur le manque de la personne qu'il était. Même s'il était en surpoids et avait des défauts, il l'aimait pour ce qu'il était réellement, et non pour une version artificielle créée par un chirurgien. Cette intrigue est percutante car la transformation de Peter affecte tout le monde autour de lui de différentes manières. Chris se sentait déjà complexé par son poids, et voir son père privilégier l'apparence aux relations familiales a probablement aggravé ses sentiments. Le gamin essayait de faire ce qu'il fallait en faisant de l'exercice et en mangeant mieux, mais il a ensuite dû regarder son père choisir la vanité plutôt que d'être un parent encourageant. Lois est tiraillée entre son attirance pour le nouveau look de Peter et sa détestation de ce qu'il est devenu en tant que personne, ce qui la met dans une position impossible. Elle sait qu'il est devenu quelqu'un de terrible, mais elle ne peut pas contrôler sa réaction physique à son apparition. Cela montre comment les standards de beauté peuvent perturber les esprits, même quand les gens sont conscients de la situation. L'épisode se termine avec Peter admettant qu'il n'a en fait rien appris de cette expérience, ce qui est à la fois frustrant et d'une honnêteté parfaite. Parfois, les gens traversent des expériences traumatisantes et en ressortent sans vraiment grandir ni changer. Le fait que Peter le reconnaisse rend toute l'histoire plus réelle, même si les circonstances sont complètement ridicules. Cet épisode montre comment l'addiction à la chirurgie esthétique peut détruire des relations et transformer quelqu'un en une personne complètement différente, qui se soucie plus de la beauté superficielle que des gens qui comptent vraiment. Peter a failli mourir et a perdu le respect de sa famille, tout ça parce qu'il ne supportait pas d'avoir l'air ordinaire. Le désastre de Peter mangeant du nickel, comment un coup désespéré l'a laissé aveugle et impuissant. Peter, tu enchaînes vraiment les mentos. Oh, ce ne sont pas des mentos, Louis. Tout le monde, vous regardez un homme qui va établir un nouveau record du monde. Je vais manger plus de pièces de 500 que quiconque n'en a jamais mangé.
Battre ce record du monde va me rendre célèbre. Peter Griffin décide de manger des dizaines de pièces de 500 pour établir un record du monde et devenir célèbre. Mais le coup de pub tourne à la catastrophe quand il développe un empoisonnement au nickel et perd complètement la vue. Cet épisode montre jusqu'où Peter est prêt à aller pour attirer l'attention et être reconnu, même lorsque les conséquences peuvent changer une vie. L'obsession de Peter d'être reconnu débute lors d'une soirée entre amis au bowling. Il regarde Mort faire un match parfait et être célébré pour cela, voit Kagmir recevoir les clés de la ville pour avoir accidentellement sauvé la vie de quelqu'un par la réanimation cardiopulmonaire, et écoute Joe se vanter de sa collection de médailles pour héroïsme. Même Cleveland est reconnu pour sa carrière passée de commissaire-priseur accompli. Peter réalise qu'il est le seul du groupe à n'avoir jamais rien fait de mémorable ou de remarquable. Cela le frappe durement car il a toujours été quelqu'un qui recherche l'attention et la validation. Le sentiment d'être ordinaire et insignifiant pèse vraiment sur Peter. Il tente plusieurs stratagèmes pour se faire un nom, notamment la construction d'une machine volante qui s'écrase comme prévu et la création d'un personnage écologiste appelé Gary le Cougar Zéro Déchet qui dit agressivement aux gens de ramasser leurs ordures. Aucune de ces tentatives ne se déroule comme il l'espère. Lorsque Brian suggère qu'il tente de battre un record du monde, Peter est enthousiasmé par cette possibilité. En dînant, il se rend compte qu'il mange des pièces de 500 qui étaient apparemment mélangées à sa nourriture. Et c'est là que l'idée lui vient. Peter est convaincu que manger plus de pièces de 500 que quiconque dans l'histoire sera son billet pour la gloire et la reconnaissance. Il commence à avaler des poignées de pièces, comme si c'était des bonbons, ignorant complètement les risques potentiels pour la santé. Sa famille le regarde avec horreur alors qu'il poursuit ce défi alimentaire bizarre, mais Peter est déterminé à persévérer et à atteindre son objectif. Il est tellement obsédé par l'idée de battre le record qu'il ne pense pas aux conséquences d'ingérer autant de métal sur son corps. Le tout devient un spectacle étrange où Peter traite les comportements dangereux comme un jeu amusant. Le régime à base de nickel tourne horriblement mal lorsque Peter se réveille le lendemain matin et réalise qu'il ne voit plus rien. Le médecin explique que l'ingestion d'un si grand nombre de pièces métalliques lui a donné un empoisonnement au nickel, ce qui lui a fait perdre complètement la vue. Peter passe de ce type confiant qui essaie de se faire un nom à quelqu'un qui, tout à coup, ne peut plus effectuer les tâches les plus élémentaires. Il ne sait pas conduire, ne sait pas quand traverser la rue en toute sécurité, et utilise même accidentellement un confessionnal d'église comme toilette parce qu'il est désorienté. La réaction immédiate de Peter à la cécité est une pure dévastation. Il dit à Brian que la seule chose dont les gens se souviendront de lui est qu'il est cet aveugle, ce qui est exactement le contraire de ce qu'il voulait accomplir. La famille doit réorganiser entièrement sa vie autour du handicap de Peter. Lois commence à chercher des groupes de soutien, et sent qu'elle n'a plus besoin de se soucier de son apparence, puisque Peter ne peut pas l'avoir. Les enfants doivent aider avec des choses que Peter gérait seul. Il reçoit un chien guide nommé Brutus, mais même cela ne lui rend pas son sentiment d'indépendance. La cécité modifie complètement la relation de Peter avec le monde qui l'entoure. Des activités simples comme aller au bar deviennent compliquées et dangereuses. Lorsqu'un incendie se déclare au Drunken Clam alors que Peter s'y trouve, il devient accidentellement un héros en aidant, sans le savoir, Horace à s'échapper du bâtiment en flammes. Les nouvelles couvrent ses actions héroïques. Et Peter obtient enfin la reconnaissance qu'il désirait, mais dans des circonstances complètement différentes de celles qu'il avait prévues. On se souvient de lui pour quelque chose de positif, mais uniquement parce que son handicap l'a mis dans une situation où il a fait ce qu'il fallait par hasard. Ce scénario montre comment le besoin désespéré d'attention et de célébrité de Peter l'a conduit à prendre des décisions incroyablement mauvaises qui ont eu des conséquences permanentes. Le coup du nickel représente tout ce qui ne va pas dans l'approche de Peter en matière de résolution de problèmes. Il choisit l'option la plus extrême et dangereuse sans réfléchir aux conséquences potentielles. Sa cécité devient une dure leçon sur la façon dont un comportement imprudent peut complètement changer la vie de quelqu'un de manière inattendue. Peter voulait être spécial et mémorable, mais il a fini par devenir dépendant des autres et perdre son indépendance. Le pire moment pour Peter, quand même la danse du beurre de cacahuète et de la confiture de Brian ne peut rien y faire. Peter Griffin touche le fond émotionnellement après avoir détruit sa relation avec le bébé Stewie, et même la célèbre danse du beurre de cacahuète et de la confiture de Brian ne parvient pas à le réconforter pour la toute première fois. Ce moment montre à quel point les échecs parentaux de Peter l'ont profondément affecté, marquant l'une des rares fois où l'on voit une véritable profondeur émotionnelle dans la série. Tout le bazar commence quand Lois dit à Peter qu'il doit passer plus de temps de qualité avec Stewie parce que le bébé fait des siennes à la garderie. Les premières tentatives de Peter pour créer des liens sont égoïstes et mal avisées. Il emmène Stewie dans des endroits comme des clubs de striptease et des matchs de baseball qui sont totalement inappropriés pour un bébé. Quand cela ne fonctionne pas, Peter découvre que Stewie rit hystériquement quand Peter jette de la nourriture sur Lois. Cela devient leur nouvelle activité de rapprochement. Peter bombardant Lois de riz, de haricots et d'autres provisions tandis que Stewie se tord de rire en voyant sa mère se faire mal. Peter devient obsédé par l'idée de faire rire Stewie et pense avoir enfin trouvé la clé d'une bonne parentalité. Il commence à traiter Louie comme une cible humaine, lui jetant de la nourriture dès que Stewie est là, car cela provoque une réaction si forte. Peter croit sincèrement que ce comportement violent est un moment privilégié père-fils puisque Stewie trouve cela si amusant. La situation dégénère lorsque Louie tente de discipliner Stewie pour son mauvais comportement et que Peter prend le parti du bébé contre sa propre femme. Cela crée une dynamique toxique où Peter encourage le manque de respect de Stewie envers Lois juste pour maintenir leur lien. Tout s'écroule quand Lois s'impose enfin et envoie Stewie dans sa chambre malgré les protestations de Peter. Stewie se sent complètement trahi par l'incapacité de Peter à le protéger de la punition et se retourne instantanément contre son père. Le bébé traite Peter de mollusque et de mauviette, lui disant de sortir de sa chambre. Lorsque Peter tente de se racheter, Stewie révèle qu'il a même fait semblant d'apprécier leur moment de complicité, disant qu'il a simulé tous ses mouvements intestinaux pendant leurs activités.
Cela anéantit Peter car il réalise que son fils n'a jamais vraiment voulu passer du temps avec lui. Peter est réellement déprimé après avoir perdu l'affection de Stewie. Lorsque Brian essaie de le réconforter avec la danse du beurre de cacahuète et de la confiture, une chose qui a apparemment fonctionné d'innombrables fois auparavant, Peter reste assis, complètement insensible. Brian demande s'il veut voir la danse, et Peter dit tristement qu'il ne pense pas être d'humeur. Brian réessaye, lui demandant s'il est sûr, mais Peter s'excuse et dit que la danse ne lui convient pas aujourd'hui. C'est un moment crucial, car la transcription suggère que cette danse a toujours été la méthode privilégiée de Brian pour remonter le moral de Peter. Et maintenant, même cette source fiable de joie ne peut plus dissiper la tristesse de Peter. La danse ratée du beurre de cacahuète et de la confiture représente l'effondrement émotionnel complet de Peter. Il dit à Brian qu'il se sent mal parce que Stewie et lui s'entendaient bien, mais que maintenant son fils le déteste. Peter ne sait vraiment pas comment être un bon père et demande conseil à Brian pour que Stewie l'aime à nouveau. Cette vulnérabilité est rare pour Peter, qui se remet habituellement des revers avec son optimisme inconscient typique. Le fait que sa dépression soit assez profonde pour résister à la danse ridicule de Brian montre à quel point le rejet de Stewie l'a réellement blessé. Ce moment révèle quelque chose d'important sur le personnage de Peter, souvent négligé. Malgré tous ses comportements égoïstes et destructeurs, il veut sincèrement que ses enfants l'aiment et ressent une réelle douleur quand ce n'est pas le cas. L'échec de la danse du beurre de cacahuète et de la confiture devient un indicateur de la détresse émotionnelle de Peter lorsque ses relations familiales se détériorent. La plupart du temps, les problèmes de Peter sont externes, des problèmes de travail, des conflits de voisinage ou des catastrophes physiques. Mais lorsque le problème vient de sa propre famille et implique son inaptitude fondamentale en tant que parent, même le réconfort le plus fiable de son meilleur ami ne peut l'atteindre. L'épisode montre qu'en dessous de tout le comportement bouffon de Peter, il y a en fait une personne capable de ressentir de véritables remords et de la tristesse d'avoir blessé les personnes qu'il aime le plus. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez cette analyse. Karen, la sœur de Peter, ou comment le harcèlement qu'il a subi enfant a forgé sa propre cruauté. Et Karen, et vous devez être Meg. Fais-moi ça. Ah 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 ah. Ha 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 ha. Karen, la sœur abusive de Peter Griffin, revient pour Thanksgiving, le réduisant instantanément à un enfant terrifié et bégayant, et révélant les origines douloureuses de son propre comportement tyrannique envers sa famille. Cet épisode montre comment les traumatismes infantiles peuvent créer des cycles de violence qui se poursuivent à l'âge adulte. La famille découvre que Peter a une sœur lorsque celle-ci leur écrit pour leur dire qu'elle veut passer Thanksgiving avec eux après la mort de leur mère. Peter a gardé Karen complètement secrète pendant des années. Même Brian, son meilleur ami, ne l'a jamais entendu mentionner. Lorsque Lois annonce que Karen vient dîner, Peter panique immédiatement et dit que ce sera un désastre. Sa réaction semble exagérée jusqu'à ce que Karen arrive et que tout le monde comprenne pourquoi Peter a caché son existence. Karen se révèle être Evie Flo, une lutteuse professionnelle physiquement intimidante et émotionnellement brutale. Dès qu'elle entre, elle commence à humilier Peter avec des surnoms d'enfance comme Pépé et Sheen Nuts. Elle domine immédiatement toute la réunion de Thanksgiving, racontant des histoires embarrassantes sur l'enfance de Peter et faisant de lui la cible de toutes les blagues. La famille la trouve hilarante et amusante. Ce qui empire encore la situation de Peter, car sa propre femme et ses enfants rient maintenant de son humiliation. Les vrais dégâts surviennent pendant le match de football familial après le dîner. Karen applique à Peter sa prise de catch fétiche, le choc toxique, qui le laisse haletant et bégayant de manière incontrôlable. Quand Peter essaie de protester en disant « Tu es une idiote Karen », son bégaiement le prend et il arrive à peine à articuler les mots. La transcription mentionne que chaque fois que Peter bégaye, il se mouille généralement, ce qui montre à quel point ce traumatisme d'enfance affecte encore profondément les réponses de son corps au stress. Karen a réduit un homme adulte au même état d'impuissance que celui qu'il connaissait enfant. Peter devient complètement renfermé et honteux après l'incident de lutte. Meg remarque à quel point Karen a maltraité son père et comprend enfin pourquoi Peter a été si méchant avec elle au fil des ans. Elle dit à Peter qu'elle voit Karen comme une énorme brute et que Peter a appris ce comportement en étant terrorisé par sa sœur. Ce moment de reconnaissance est crucial car il relie directement le traumatisme d'enfance de Peter à ses échecs parentaux. La révélation que Peter a été victime d'intimidation explique beaucoup de choses sur son caractère et sa relation avec ses enfants, en particulier Meg. Meg réalise que Peter a déversé sur elle toute la douleur et l'impuissance qu'il a ressentie enfant, créant ainsi une nouvelle génération du même cycle d'abus. Elle lui dit que si jamais il tient tête à Karen, il arrêtera peut-être de se défouler sur elle pour le restant de ses jours. Cela témoigne d'une perspicacité remarquable de la part de Meg, qui comprend que la cruauté de Peter découle de son propre traumatisme non résolu. La décision de Peter de défier Karen à un match de lutte représente sa tentative de finalement affronter des décennies d'abus et de retrouver une certaine dignité. Quand il se déguise en Maxi Patty et entre sur le ring de catch, il retourne en quelque sorte combattre les batailles qu'il n'a pas pu gagner enfant. Le fait que Meg finisse par le sauver en frappant Karen avec un vrai fauteuil roulant au lieu d'un faux montre que Peter avait encore besoin de protection contre son agresseur, même à l'âge adulte. L'épisode se termine avec Peter s'excusant auprès de Meg et admettant qu'il a déversé toute sa douleur sur elle parce que ses propres parents ne l'ont jamais protégé de l'intimidation de Karen. Cela crée un moment touchant où Peter et Meg reconnaissent tous deux le cycle de la maltraitance et s'expriment leur amour malgré cela. Peter comprend enfin que sa cruauté défensive envers ses enfants vient de ses propres blessures d'enfance, et Meg lui pardonne parce qu'elle voit le petit garçon effrayé sous tout son comportement agressif. Cette histoire montre comment l'intimidation infantile peut avoir des effets durables qui se répercutent sur des familles entières. La relation de Peter avec Karen explique pourquoi il ressent souvent le besoin d'affirmer sa domination par l'humour, l'agressivité et l'homosexualité. Il a appris très tôt que la vulnérabilité mène à la souffrance. L'épisode suggère que comprendre l'origine d'un comportement nuisible ne l'excuse pas.
Mais cela peut être le premier pas vers la rupture de schéma destructeur et la guérison des relations familiales. Le cauchemar de Peter. Comment James Woods lui a volé toute sa vie. Oh mon Dieu, c'est vous, James Woods? Bonjour, Peter. Je vous attendais. Tu as volé ma carte de crédit, espèce de salaud. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est une bonne question, Peter. James Woods détruit complètement l'existence de Peter Griffin en lui volant son identité et en prenant sa place dans sa famille, laissant Peter sans abri et impuissant à prouver qui il est vraiment. Cet épisode montre à quel point l'usurpation d'identité peut être dévastatrice lorsqu'une personne disposant de ressources et de détermination décide de ruiner systématiquement la vie d'une autre. Toute cette histoire commence parce que Peter a enfermé James Woods dans une caisse en bois sans trou d'aération lors d'une précédente rencontre. Depuis, Woods nourrit cette rancune et prépare sa vengeance. Lorsque Peter perd son portefeuille à un concert de Barry Manilow, auquel ses amis et lui ont assisté par ironie, mais qu'ils ont fini par apprécier sincèrement, Woods y voit l'occasion parfaite de se venger. Woods vole la carte de crédit de Peter et commence à accumuler les dépenses, sachant que cela mènera Peter directement à lui. La facture de carte de crédit indique des milliers de dollars d'achat, y compris un téléviseur grand écran, un fauteuil de massage et des repas quotidiens au restaurant House of Chung. Woods révèle qu'il planifiait cette vengeance élaborée pour faire payer Peter pour l'avoir humilié. Après que Peter et Brian l'ont retrouvé au restaurant, Woods les affronte avec un sang-froid calculé. Il dit à Peter qu'il l'a humilié et lui a fait vivre un enfer, et que maintenant Peter va payer pour ça. Cette conversation montre clairement que Woods a méthodiquement planifié chaque détail de sa vengeance, étudiant la vie de Peter et se préparant à la reprendre entièrement. Le véritable cauchemar commence lorsque Woods parvient d'une manière ou d'une autre à voler tous les documents importants de Peter, y compris ceux de l'USO. Son permis de conduire, sa carte de sécurité sociale, son passeport et même le titre de propriété de sa maison. Woods ne veut pas seulement voler l'argent de Peter. Il veut voler toute l'existence de Peter et le forcer à regarder un imposteur prendre sa place. La sophistication de ce vol d'identité dépasse de loin la fraude typique à la carte de crédit. Woods est essentiellement devenu Peter Griffin sur le papier. Woods se présente chez les Griffin, affirmant être Peter Griffin et présentant tous les documents pour le prouver. Lorsque l'OS appelle la police, même Joe Swanson doit prendre le parti de Woods car, légalement, tous les documents confirment qu'il est le vrai Peter Griffin. Joe s'excuse auprès du vrai Peter, mais explique que légalement, il n'a pas le choix. L'homme qui a les papiers peut rester dans la maison. La scène devient absolument humiliante lorsque Joe force le vrai Peter à se dévêtir jusqu'à ce que Woods appelle moqueusement son sac à caca, laissant Peter nu et sans abri tandis qu'un imposteur prend sa place. Peter se retrouve à vivre comme un animal errant, littéralement attaché à un poteau devant sa propre maison, tandis que Woods emménage et commence à jouer le rôle de père pour ses enfants. La torture psychologique de voir quelqu'un d'autre vivre votre vie sans que vous puissiez l'arrêter pousse Peter au désespoir. Woods prend complètement la place de Peter dans la famille, s'asseyant à sa table, dormant dans son lit et élevant ses enfants. La famille commence à accepter Woods comme nouvelle figure paternelle, ce qui anéantit Peter émotionnellement car il voit ses propres enfants créer des liens avec son bourreau. Woods ne se contente pas de voler l'identité de Peter, il la corrompt activement. Il donne à Chris des conseils inappropriés sur l'utilisation de drogue pour rencontrer des femmes, lui racontant ses rencontres avec Kate Moss par l'intermédiaire de leur fournisseur de cocaïne commun. Il encourage les troubles alimentaires de Meg en l'initiant à la boulimie par l'intermédiaire d'un personnage appelé Monsieur Vomito, promouvant des méthodes dangereuses de perte de poids auprès d'une adolescente vulnérable. Woods utilise la position de père de Peter pour nuire aux enfants d'une manière que le vrai Peter, malgré ses défauts, n'aurait jamais fait. La guerre psychologique continue alors que Woods menace d'appeler la police chaque fois que Peter tente d'approcher de sa propre maison. Peter, désespéré de revoir sa famille, se déguise en scooter, un ami de Chris, adoptant une personnalité innocente et exagérée. Mais Woods démasque immédiatement son déguisement et le met à nouveau à la porte, démontrant qu'il a toujours une longueur d'avance. Peter atteint son point le plus bas lorsqu'il dit à Brian que Woods a gagné et qu'il ne retrouvera jamais sa vie d'avant. Brian trouve la solution de combattre le mal par le mal. Si Woods peut voler l'identité de Peter, alors Peter peut voler l'identité de Woods et ruiner sa réputation. Ils obtiennent une fausse carte d'identité de James Woods pour Peter, et il commence à apparaître à la télévision en tant que célèbre acteur. Peter promeut un film comique offensant sur le 11 septembre intitulé September 11 2000 Fun, le décrivant comme une vraie comédie à l'ancienne, où il joue un laveur de vitres qui voit l'avion arriver et dit « Allez !» Il ajoute que la voix de l'avion est David Spade, ce qui met particulièrement en colère le vrai Woods. L'imitation de Peter détruit avec succès la carrière et l'image publique de Woods. Les nouvelles rapportent que James Woods est passé de la célébrité la plus aimée d'Amérique au paria le plus détesté d'Amérique presque du jour au lendemain. Cela force Woods à affronter Peter dans une ruelle où il est furieux de sa réputation ruinée. Peter le piège en le faisant suivre une piste de bonbons qui mène à une caisse en bois, utilisant l'obsession apparente de Woods pour les sucreries contre lui. L'épisode démontre comment l'usurpation d'identité peut être bien plus dévastatrice qu'une simple fraude financière. Woods ne se contente pas de voler l'argent de Peter. Il lui vole sa famille, sa maison et tout son sens de soi. Peter fait l'expérience de ce qui équivaut à une mort sociale. Il existe, mais n'a aucun moyen légal de prouver qui il est ou de reprendre sa vie. Le fait que même son ami proche Joe doive respecter la loi et l'expulser montre à quel point les victimes d'usurpation d'identité sophistiquées peuvent devenir impuissantes lorsque le système les abandonne. La vengeance de Woods réussit parce qu'il comprend que la chose la plus douloureuse que l'on puisse faire à quelqu'un comme Peter est de lui enlever sa famille. Peter peut supporter d'être fauché ou embarrassé, mais voir un autre homme élever ses enfants et dormir dans son lit le pousse au désespoir le plus total. L'épisode montre comment l'identité familiale est tout aussi importante que l'identité légale, et perdre les deux simultanément crée un enfer particulier qui va au-delà du simple désagrément financier.
L'intrigue révèle également à quel point notre système d'identité moderne est vulnérable. Quand quelqu'un a les bons documents, même les amis proches et les membres de la famille doivent accepter ses revendications, car c'est ainsi que fonctionne le système juridique. La situation de Peter démontre que l'identité est essentiellement une collection de documents, et que quiconque contrôle ces documents contrôle votre existence entière. L'approche méthodique de Woods pour détruire la vie de Peter montre comment une personne suffisamment déterminée et dotée de ressources peut utiliser la bureaucratie elle-même comme arme contre ses victimes. L'AVC dévastateur de Peter. Quand la gourmandise a failli le tuer, Peter Griffin subit un AVC massif après avoir consommé 30 hamburgers en une seule fois, laissant le côté gauche de son corps complètement paralysé et forçant sa famille à le regarder lutter avec les activités quotidiennes de base. Cet épisode montre comment les habitudes alimentaires extrêmes de Peter finissent par le rattraper de la manière la plus grave possible, transformant sa gloutonnerie comique habituelle en une véritable crise médicale. La catastrophe commence lorsque Peter perd sa précieuse moustache dans un incendie en sauvant héroïquement quelqu'un d'un restaurant McBurgertown en flammes. La moustache était devenue essentielle à l'identité et à l'estime de soi de Peter, et à Steyer. Il a rejoint ce qu'il a appelé une communauté très spéciale d'hommes moustachus qui veillaient les uns sur les autres. Le perdre dévaste Peter émotionnellement, et il devient désespéré de combler le vide laissé par cette perte. Lorsque Todd Myers, l'homme que Peter a sauvé, lui offre des hamburgers McBurgertown gratuits à vie en signe de gratitude, Peter y voit le moyen idéal de faire face à son chagrin. Peter commence à utiliser les hamburgers gratuits comme médicament émotionnel, disant à Brian que manger soulage la douleur de l'absence de moustache. Il aborde cette frénésie alimentaire avec la même intensité obsessionnelle qui l'a mise à faire pousser sa moustache, traitant la nourriture comme une drogue pour anesthésier sa douleur psychologique. Brian essaie de le prévenir après qu'il a déjà consommé environ 30 hamburgers, lui disant de ralentir. Mais Peter ignore l'inquiétude et continue de manger compulsivement. L'AVC frappe Peter soudainement et sans avertissement. Il dit à Brian que le fait de manger fonctionne car il ne ressent plus la douleur, mais ajoute ensuite de manière inquiétante qu'il ne sent plus rien sur la moitié gauche de son corps. Quand Brian demande s'il fait un clin d'œil, il réalise que quelque chose ne va vraiment pas. L'urgence médicale se déroule rapidement. Quelqu'un appelle une ambulance, et Peter se retrouve à l'hôpital, où les médecins lui annoncent la nouvelle dévastatrice qu'il a eu un AVC et que le côté gauche de son corps est complètement paralysé. Les conséquences immédiates montrent Peter aux prises avec les aspects les plus élémentaires de la vie quotidienne. Lorsque Lois essaie de lui donner une bière, il la corrige avec colère pour l'avoir apportée à son bras paralysé au lieu de son bras valide, montrant à quel point le handicap a affecté même les plaisirs simples. La famille doit s'adapter pour prendre soin d'une personne qui ne peut plus fonctionner de manière autonome. 3 mois après l'AVC, Chris demande quand son père ira mieux et Lois doit lui expliquer que le rétablissement après un AVC peut prendre beaucoup de temps. La personnalité de Peter change radicalement. Il devient amer et exigeant. Il crie à Lois de lui apporter de la bière et s'énerve quand elle ne tient pas correctement compte de son handicap. L'AVC l'a privé de son indépendance et de sa dignité, le transformant du patriarche exubérant de la famille en une personne nécessitant des soins et une assistance constante. Ses habitudes de langage changent aussi. Il dit à Lois qu'il a connu de meilleurs jours quand elle lui demande comment il se sent, affichant une attitude défaitiste très différente de son optimisme habituel. L'AVC affecte également la relation de Peter avec ses enfants et ses amis. Il ne peut plus participer aux activités comme avant, et ses limitations physiques le rendent dépendant des autres pour ses besoins essentiels. L'épisode le montre luttant pour monter dans une voiture, soulignant à quel point sa mobilité a été gravement compromise. Cette crise médicale transforme Peter, qui vivait sans se soucier des conséquences, en quelqu'un qui doit affronter la réalité d'un handicap permanent. L'épisode montre à quelle vitesse une consommation excessive peut entraîner de graves conséquences pour la santé. L'ingestion de 30 hamburgers en une seule fois par Peter représente une forme extrême de gloutonnerie qui dépasse le cadre de la suralimentation comique pour devenir un comportement réellement dangereux. L'AVC est une dure leçon de choses sur les limites physiques du corps humain et les risques réels pour la santé associés aux habitudes alimentaires extrêmes. Peter finit par recevoir un traitement expérimental aux cellules souches qui lui rend ses capacités, mais l'expérience le marque durablement. Il essaie de poursuivre McBurgertown pour avoir causé son AVC, bien que Brian souligne que manger 30 hamburgers était le propre choix de Peter. Cela met en lumière la relation complexe entre la responsabilité individuelle et l'influence des entreprises, ainsi que les problèmes de santé liés à la consommation de fast-food. L'intrigue montre comment le comportement excessif habituel de Peter l'a finalement rattrapé d'une manière qui ne pouvait être facilement inversée ou prise à la légère. Contrairement à ses autres mésaventures, l'AVC a eu des conséquences réelles et durables qui ont affecté la qualité de vie de toute sa famille. L'épisode nous rappelle de façon poignante que derrière la violence cartoonesque et les situations absurdes de Family Guy, il y a de réels coûts humains à un comportement imprudent, et que certains choix peuvent avoir des conséquences permanentes et bouleversantes qui s'étendent bien au-delà de la personne qui les fait. L'humiliante défaite de Peter. Lorsque Peter Griffin tente de s'opposer à des brutes, cela se retourne de manière spectaculaire contre lui. Il passe de père protecteur à brute de cour d'école, pour ensuite se faire complètement battre par son propre bourreau d'enfance devant son fils Chris. Cet épisode montre comment les tentatives de Peter d'apprendre à Chris à tenir tête aux brutes se transforment en une défaite personnelle humiliante qui force le père et le fils à affronter le vrai sens du courage. La crise commence lorsque Chris perd ses clients de livraison de journaux au profit d'un nouveau venu nommé Kyle qui lui a agressivement volé son commerce. Quand Chris essaie de se défendre et de récupérer son client, Kyle le frappe, laissant Chris meurtri et vaincu. Peter voit les blessures de son fils et repense immédiatement à sa propre enfance, à Randy Fulcher, une brute qui le déculottait devant les autres enfants. Peter décide qu'il doit donner une leçon à Kyle pour s'être moqué de son fils. Peter se rend chez Kyle avec l'intention d'avoir une conversation raisonnable avec le garçon au sujet du harcèlement de Chris. Mais quand Kyle commence à se moquer de Peter en répétant tout ce qu'il dit d'une voix sarcastique et en l'appelant gros cul bête et nul,
Peter craque. L'homme de 43 ans perd complètement le contrôle et frappe un enfant de 13 ans, franchissant une limite qui le transforme de parent inquiet en quelque chose de bien pire. L'agression de Kyle éveille en Peter une part sombre qu'il ne peut maîtriser. Après avoir goûté à la position d'agresseur plutôt que de victime, Peter devient accro au sentiment de puissance que procure l'intimidation d'autrui. Il commence à tourmenter tout le monde autour de lui, y compris les membres de sa propre famille. Peter force Chris à endurer ses pets comme une forme de torture. Malmène physiquement Joe Swanson en le soulevant et en lui ordonnant de chanter, et menace même Lois lorsqu'elle tente d'intervenir. Le comportement intimidant de Peter s'intensifie au point qu'il terrorise toute sa famille et son groupe d'amis. Il explique sa philosophie tordue à Chris, disant qu'il n'y a que deux types de personnes dans le monde, les brutes et les intellos, et qu'il a choisi d'être une brute. Lorsque Lois l'affronte à propos de son comportement, Peter commence à utiliser la force physique contre elle, la forçant à se frapper elle-même tout en affirmant qu'elle le fait d'elle-même. La famille regarde avec horreur Peter devenir la chose même qu'il craignait autrefois. La situation atteint son paroxysme lorsque Lois fait remarquer que Peter est devenu exactement comme Randy Fulcher, l'intimidateur de son enfance. Cette prise de conscience choque Peter, lui faisant comprendre qu'il doit affronter la véritable source de sa douleur plutôt que de s'en prendre à des innocents. Peter décide de retrouver Randy Fulcher pour enfin régler leur compte d'enfance, emmenant Chris avec lui pour assister à ce qu'il croit être un moment triomphant où il tiendra tête aux brutes. Lorsque Peter confronte enfin Randy Fulcher, après toutes ces années, la rencontre tourne horriblement mal. Peter arrive prêt à se battre, disant à Randy qu'il va lui botter le cul et qu'ensuite Chris le tabassera aussi, appelant ça une bonne vieille raclée père-fils. Mais Randy révèle qu'il souffre désormais de sclérose en plaques, une maladie neurologique débilitante. Peter, ignorant de la signification médicale, pense que Randy se vante d'avoir un scrotum de singe et devient encore plus agressif. Alors que Peter s'apprête à attaquer un homme handicapé, Chris intervient et arrête physiquement son père. Dans un profond renversement des rôles, Chris est celui qui tient tête à un tyran, et ce tyran est son propre père. Chris dit à Peter d'arrêter d'intimider les gens, faisant preuve du courage et de la clarté morale que Peter avait toujours essayé de lui enseigner. Le fils devient le professeur, montrant à son père ce qu'est la vraie force. L'humiliation de Peter est totale quand il réalise que son fils a dû le sauver de devenir un monstre. L'homme qui a commencé ce voyage en essayant de protéger Chris des brutes a fini par devenir la plus grande brute de la vie de son fils. L'intervention de Chris force Peter à affronter la dure vérité sur ce qu'il est devenu et comment son cycle de violence et de vengeance a empoisonné ses relations avec tous ceux qu'il aime. L'épisode démontre comment les traumatismes liés au harcèlement infantile peuvent créer des schémas de victimisation ou d'agression qui durent toute la vie. L'expérience de Peter avec Randy Fulcher a façonné toute sa vision du monde concernant le pouvoir et la faiblesse, le menant à croire que les gens sont soit des prédateurs, soit des proies. Quand il a finalement goûté à la position de prédateur, l'ivresse du pouvoir l'a complètement corrompu, le transformant en la chose même qu'il avait traumatisé enfant. La défaite de Peter ne vient pas de la violence physique, mais de la claire clarté morale. La volonté de Chris de tenir tête à son propre père représente le genre de courage que Peter avait toujours essayé d'enseigner. Le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile ou dangereux. L'épisode montre que la vraie force vient de la protection des autres et de la défense de ce qui est juste, et non de la domination des faibles ou de la vengeance pour des torts passés. L'intrigue révèle comment les cycles de violence se perpétuent de génération en génération. Le traumatisme d'enfance de Peter avec Randy Fulcher a créé des cicatrices psychologiques si profondes que, lorsqu'il a eu l'opportunité d'obtenir du pouvoir, il a immédiatement commencé à victimiser les autres. Seule l'intervention de son fils a brisé ce cycle, montrant à Peter que le vrai courage, c'est d'être prêt à affronter les brutes, même lorsque cette brute est soi-même. La révélation dévastatrice de Peter sur son père. Mort, abandon et déception irlandaise. Peter Griffin tue accidentellement son beau-père Francis lors de la fête d'anniversaire de Meg et découvre, par hypnothérapie, que son vrai père est Mickey McFinnegan, un ivrogne irlandais qui a abandonné sa mère des décennies auparavant. Cet épisode explore comment la quête de Peter pour l'amour paternel le mène à un père biologique qui se révèle aussi décevant que l'homme qui l'a élevé. La tragédie se déroule lors de ce qui aurait dû être un moment de fête, la 17e fête d'anniversaire de Meg. Peter a bu énormément, déguisé en pipante, le clochard clown-ivre, essayant de divertir les adolescents avec des piteries de plus en plus inappropriées. Lorsque les invités réagissent mal à sa performance de clown-ivre, Peter décide de sauver la situation avec ce qu'il appelle sa grande finale de monocycle. La famille regarde avec horreur Peter s'écraser à travers le plafond sur son monocycle, atterrissant directement sur Francis Griffin. L'accident laisse Francis avec des blessures internes catastrophiques, notamment des côtes cassées, une rate éclatée et des poumons perforés. Alors que la famille se rassemble autour de son lit de mort, Peter cherche désespérément un dernier moment de connexion avec l'homme qui l'a élevé. Francis a été un père froid et critique tout au long de la vie de Peter, le rabaissant et le critiquant constamment. Même dans ces derniers instants, Francis ne montre ni chaleur ni pardon, traitant Peter de gros ivrogne puant comme dernière parole avant de mourir. La scène de mort dévastatrice plonge Peter dans une crise concernant sa relation avec l'alcool et son identité en tant que figure paternelle. Les derniers mots de Francis ont été particulièrement percutants car ils reflètent les pires craintes de Peter à son sujet. L'accusation qu'il est un ivrogne gros et puant force Peter à faire face à la façon dont sa consommation d'alcool affecte sa famille, le poussant à faire le vœu dramatique d'arrêter complètement l'alcool. Cependant, la tentative de Peter de rester sobre tourne au désastre lorsqu'il se tourne vers le crack comme substitut, montrant son incapacité à résoudre les problèmes sous-jacents qui motivent son comportement addictif. Brian intervient et convainc Peter de consulter un hypnothérapeute pour s'attaquer à la racine de son problème d'alcool. Pendant la séance d'hypnothérapie, Peter retrouve un souvenir qui bouleverse sa compréhension de l'histoire de sa famille.
Il se souvient que Francis lui a dit « Je ne suis pas ton père » lors de ce qui semblait être une célébration de la fête des pères de son enfance. Cette révélation explique des décennies de traitement froid de la part de Francis et le besoin désespéré de Peter d'obtenir l'approbation paternelle. La mère de Peter, Thelma, confirme la terrible vérité lorsqu'il l'affronte. Elle révèle qu'il y a 40 ans, elle a eu une idylle de vacances en Irlande avec un homme nommé Mickey McFinnigan, qui est le père biologique de Peter. Mickey l'a mise enceinte puis a disparu sans laisser de traces, la laissant élever Peter seul jusqu'à son mariage avec France. Cette révélation recontextualise toute l'enfance de Peter. France n'était pas seulement un beau-père froid. C'était un homme contraint d'élever l'enfant d'un autre, ce qui explique son ressentiment et sa distance émotionnelle. Déterminé à enfin trouver l'amour paternel qu'il a toujours désiré, Peter se rend en Irlande pour rencontrer Mickey McFinnigan. Quand il arrive au village de Maxwigan, Peter découvre que Mickey est l'ivrogne du village, une position honorable dans la culture irlandaise selon les habitants. Peter se sent d'abord plein d'espoir d'avoir trouvé quelqu'un qui pourrait le comprendre et l'accepter, surtout compte tenu de leurs problèmes d'alcool communs. Cependant, Mickey rejette d'abord l'affirmation de Peter d'être son fils, disant qu'il ne se ressemble en rien. Ce rejet dévaste Peter, qui réalise qu'il a maintenant 2 pères qui ne veulent rien avoir à faire avec lui. Mickey ne reconnaît Peter comme son fils qu'après que Peter l'ait battu dans un concours de boissons, prouvant ainsi qu'il a du sang McFinnigan en démontrant sa tolérance supérieure à l'alcool. Même là, Mickey ne montre aucun remords réel d'avoir abandonné la mère de Peter, ni aucun intérêt à développer une relation significative. La rencontre avec Mickey révèle le schéma tragique de la vie de Peter. Son penchant pour l'alcool et son besoin d'approbation découlent directement d'un père biologique alcoolique qu'il a abandonné et d'un beau-père qui lui en voulait d'exister. Le rejet désinvolte de son abandon par Mickey montre à Peter que son vrai père est tout aussi indisponible émotionnellement que Francis, malgré leur héritage irlandais commun et leur penchant pour la boisson. L'épisode montre comment l'abandon et le rejet vécu dans l'enfance peuvent créer des schémas de recherche d'approbation destructeurs qui perdurent toute la vie. L'alcoolisme de Peter est directement lié à la consommation d'alcool de son père biologique et à ses tentatives désespérées de faire face aux abus émotionnels de Francis. Rencontrer Mickey n'apporte pas à Peter la guérison espérée. Au lieu de cela, cela lui montre que ses problèmes sont plus profonds que le simple fait d'avoir un beau-père froid. L'histoire révèle comment le traumatisme de l'abandon peut se transmettre de génération en génération. L'abandon de la mère de Peter par Mickey a créé les circonstances qui ont mené Peter à être élevé par un beau-père plein de ressentiment, ce qui a à son tour influencé les propres difficultés de Peter avec la paternité et l'estime de soi. Le cycle se poursuit alors que la consommation d'alcool de Peter affecte ses propres enfants, montrant comment les traumatismes familiaux non résolus se perpétuent de génération en génération. Le voyage de Peter en Irlande le force finalement à affronter la réalité qu'il ne peut pas trouver de validation auprès de pères fondamentalement incapables de la lui offrir. Francis et Mickey représentent tous deux différentes formes d'échec paternel, l'un par un ressentiment froid, l'autre par un abandon total. L'épisode suggère que la guérison de Peter doit venir de la rupture de ses cycles plutôt que de la recherche d'approbation auprès des hommes qui l'ont blessé. La transformation de Meg en prison, comment la prison a transformé le souffre-douleur de la famille en leader. Meg Griffin revient de prison complètement transformée, passant de victime soumise de la famille à agresseur dangereuse qui domine physiquement Peter et terrorise tout le foyer. Cet épisode montre comment le système carcéral peut transformer même la personne la plus inoffensive en un criminel endurci qui utilise la violence pour résoudre les problèmes et affirmer son contrôle. La crise débute lorsque Brian découvre que Meg sort secrètement avec Luke, un évadé qu'elle a rencontré via un programme scolaire de correspondance. Lorsque Brian révèle la relation à ses parents, l'OS interdit à Meg de revoir Luke. Cependant, Luke s'évade de prison pour rejoindre Meg et elle le cache dans sa chambre. Lorsque Peter aperçoit accidentellement Luke et appelle la police, Meg et Luke sont tous deux arrêtés. Luke pour évasion et Meg pour recel de fugitif. Le séjour de Meg en prison a complètement transformé sa personnalité et sa vision du monde. Elle apprend que la survie dépend de sa capacité à être la plus forte dans n'importe quelle situation, et que montrer de la faiblesse invite à l'exploitation. Le système censé la réhabiliter lui apprend plutôt que la violence est le moyen le plus efficace d'obtenir le respect et de contrôler les autres. Quand elle rentre chez elle, elle ramène ses tactiques de survie en prison avec elle. Dès que Meg franchit la porte, elle s'impose immédiatement comme la nouvelle chef de famille par l'intimidation et la domination physique. Elle demande qui est la personne la plus grande et la plus forte de la maison. Et quand Peter tente de revendiquer cette distinction, elle le rembarre avec la déclaration « Ma maison, maintenant, salope ». Ce n'est pas qu'une rébellion d'adolescent. C'est une prise de pouvoir calculée, utilisant les tactiques agressives qu'elle a apprises derrière les barreaux. La transformation de Meg devient évidente lorsqu'elle force Peter à se frapper le visage à plusieurs reprises pendant qu'elle regarde. Peter, qui a passé des années à intimider et humilier Meg, se retrouve complètement impuissant face à la nouvelle personnalité de sa fille. Elle lui donne des ordres comme s'il était son serviteur personnel, exigeant de la bière et faisant comprendre que la désobéissance entraînera des conséquences physiques. L'homme qui traitait autrefois Meg comme le souffre-douleur de la famille tremble maintenant de peur devant elle. Toute la dynamique familiale est bouleversée lorsque Meg instaure une domination de type carcéral sur tous les membres de la maison. Elle garde un seau de défécation dans sa chambre parce qu'elle est habituée à n'avoir aucune intimité ni dignité en prison, et elle utilise les chemises de Peter comme papier toilette juste parce qu'elle le peut. Lorsque les membres de sa famille tentent de s'opposer à son comportement dégoûtant, elle répond par des menaces et de l'intimidation qui mettent immédiatement fin à toute résistance. Le nouveau comportement agressif de Meg dépasse le cadre familial lorsqu'elle est suspendue de l'école pour avoir fracturé le crâne de 3 enfants. Elle n'est plus la victime d'intimidation, elle est devenue l'intimidatrice, utilisant la violence pour résoudre tout problème ou conflit. La fille effrayée et soumise qui se faisait harceler a été remplacée par quelqu'un qui voit l'agression physique comme la première et meilleure solution à toute situation.
La situation dégénère lorsque Meg décide de cambrioler un dépanneur pour avoir de l'argent et quitter la ville. Elle force Peter à conduire la voiture des malfaiteurs, le tenant en joue et le traitant comme un complice jetable. Peter, qui se moquait et rabaissait constamment Meg, obéit maintenant à ses ordres sans discuter car il a vraiment peur de ce qu'elle pourrait lui faire. L'expérience de Meg en prison lui apprend que personne n'est digne de confiance et que montrer sa vulnérabilité ne mène qu'à l'exploitation. Elle dit à Brian qu'elle n'a plus besoin de Luke ni de personne d'autre, ayant intériorisé la mentalité carcérale selon laquelle les liens émotionnels sont des faiblesses qui peuvent être utilisées contre vous. La jeune femme qui cherchait désespérément l'amour et l'acceptation voit désormais toutes les relations comme des menaces potentielles à sa sécurité et à sa domination. L'épisode montre comment le système carcéral peut créer des criminels plus dangereux qu'il n'en réhabilite. Meg est entrée en adolescente naïve qui a pris une mauvaise décision, mais en est ressortie comme quelqu'un qui considère la violence comme une partie normale de la vie quotidienne. Le système qui était censé lui enseigner les conséquences lui a plutôt appris que la force prime sur le droit et que la peur est le moyen le plus fiable de contrôler les autres. La soumission totale de Peter à Meg représente un renversement complet de la dynamique de leur relation précédente. L'homme qui a passé des années à traiter sa fille comme une moins que rien vit maintenant dans la terreur d'elle, obéissant à ses ordres et acceptant ses abus sans résistance. Cela montre à quelle vitesse la dynamique du pouvoir peut changer lorsque quelqu'un est prêt à utiliser la violence et l'intimidation pour obtenir ce qu'il veut. L'intrigue révèle comment un traumatisme et l'influence institutionnelle peuvent fondamentalement modifier la personnalité et les valeurs d'une personne. La transformation de Meg, de victime à agresseur, montre comment l'exposition à la violence et la mentalité de survie en prison peuvent annuler des années de socialisation et de développement moral. La douce et optimiste jeune fille dont Brian a parlé dans son article de magazine est ensevelie sous des couches d'agressivité apprise et d'hostilité défensive que la prison lui a enseignées comme étant nécessaires à sa survie. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner si vous appréciez cette analyse. La catastrophe de la boisson énergisante de Peter. Comment une expérimentation imprudente a failli le tuer. L'obsession de Peter Griffin pour les boissons énergisantes Red Bull dégénère. Il crée sa propre version toxique maison à base de kérosène, provoquant une insuffisance rénale complète qui menace sa vie et force son meilleur ami Brian à envisager l'ultime sacrifice. Cet épisode montre comment le comportement impulsif de Peter et son refus d'accepter les limites peuvent créer des conséquences mortelles pour lui-même et ceux qu'il aime. Le dangereux périple de Peter commence lorsqu'il découvre le Red Bull lors d'une soirée entre amis au bar. Après s'être plaint d'être épuisé par le manque de sommeil, quelqu'un lui offre la boisson énergisante, qui le transforme immédiatement en maniaque hyperactif. La caféine et les stimulants procurent à Peter une poussée d'adrénaline intense à laquelle il devient complètement accro, le poussant à rester éveillé pendant des jours et à adopter un comportement de plus en plus erratique, comme se rendre à New York sur un coup de tête et participer à des jeux télévisés. Quand Lois réalise à quel point Peter a un comportement dangereux, elle intervient en versant tout son Red Bull dans le jardin. Plutôt que d'accepter cette limite raisonnable, Peter est déterminé à recréer l'expérience par lui-même. Il installe un laboratoire de fortune au sous-sol et commence à expérimenter diverses substances chimiques, convaincu de pouvoir créer sa propre boisson énergisante qui lui procurera les mêmes montées d'adrénaline qu'il recherche. La concoction maison de Peter devient de plus en plus dangereuse à mesure qu'il ajoute des produits chimiques toxiques, y compris du kérosène, au mélange. Lorsque Brian tente de le prévenir que le kérosène détruira son corps, Peter rejette l'inquiétude avec une logique tordue, affirmant que le kérosène est du carburant, le Red Bull est du carburant, donc le kérosène est du Red Bull. Son addiction à la décharge d'énergie a complètement supplanté ses instincts de survie et sa capacité à penser rationnellement aux conséquences de l'ingestion de produits chimiques industriels. La catastrophe inévitable se produit lorsque Peter s'effondre après avoir bu sa mixture toxique. Les tests hospitaliers révèlent que tous les produits chimiques qu'il a consommés ont provoqué une insuffisance rénale complète, le laissant dépendant de traitements de dialyse 3 fois par semaine juste pour rester en vie, pour la majeure partie de la tension. Hartman explique que Peter a besoin d'une greffe de rein, mais que la liste d'attente pourrait prendre des mois, et que l'état de Peter est trop grave pour attendre aussi longtemps sans trouver un donneur compatible. La crise médicale met toute la famille de Peter dans une situation impossible. Lois se porte volontaire pour donner un de ses reins, mais les tests révèlent qu'elle n'est pas compatible. Le seul membre de la famille qui pourrait potentiellement sauver la vie de Peter est Brian. Mais comme c'est un chien avec des organes plus petits, il devrait donner ses 2 reins pour que Peter ait une fonction rénale suffisante pour survivre. Cela signifie que Brian mourrait pour sauver la vie de Peter. La volonté de Brian de se sacrifier pour Peter représente l'épreuve ultime de leur amitié. Bien que le comportement irréfléchi de Peter soit entièrement responsable de la crise, Brian se porte volontaire pour donner sa vie parce que Peter lui a offert un foyer et l'a traité comme un membre de sa famille. Brian se dit qu'en tant que chien, il ne lui reste de toute façon qu'environ 8 ans, alors que Peter pourrait vivre encore 40 ans avec la greffe. Cette décision dévaste la famille, surtout Stewie, qui kidnappe Brian pour l'empêcher de subir l'opération. Le poids émotionnel du sacrifice de Brian force chacun à confronter la façon dont le comportement impulsif de Peter affecte les personnes qui se soucient de lui. La tentative désespérée de Stewie de sauver Brian en le cachant dans une aire de jeu montre comment les actions de Peter créent un traumatisme pour toute sa famille. Le bébé refuse d'accepter la perte de Brian et crée une fantaisie élaborée où ils vivent ensemble sous un toboggan, démontrant comment l'imprudence de Peter met des membres innocents de la famille dans des situations impossibles. La décision de dernière minute du Dr Hartman de donner son propre rein sauve Peter et Brian. Mais l'épisode montre clairement à quel point Peter a failli détruire la vie de son meilleur ami par son égoïsme. Le fait que Peter ait eu besoin de 3 semaines de dialyse et de plusieurs expériences de mort imminente avant d'obtenir une greffe montre à quel point les conséquences de son expérimentation chimique étaient graves. L'intrigue de l'insuffisance rénale de Peter montre comment la dépendance et le comportement impulsif peuvent dégénérer d'activités apparemment inoffensives en crise potentiellement mortelle. Sa progression, des boissons énergisantes commerciales à la création de mélanges chimiques toxiques, montre comment quelqu'un peut rationaliser un comportement de plus en plus dangereux lorsqu'il est en quête d'une sensation ou d'une expérience particulière.
L'épisode suggère que la véritable dépendance de Peter n'est pas spécifiquement à la caféine ou aux boissons énergisantes, mais au sentiment d'être survolté et inarrêtable. L'urgence médicale force Peter à faire face à la façon dont ses actions affectent les autres, en particulier quand quelqu'un qu'il aime est prêt à mourir pour lui. Le quasi-sacrifice de Brian est un signal d'alarme sur le coût réel du comportement imprudent de Peter, montrant que ses pulsions ne le mettent pas seulement en danger lui-même, mais placent aussi les personnes qui tiennent à lui dans des situations impossibles. Le cauchemar de l'escalier de Peter. Quand l'amélioration de la maison devient une chambre de torture quotidienne, Peter Griffin se retrouve piégé dans un cycle sans fin de chutes douloureuses après que l'OS a remplacé leurs vieilles marches rugueuses par de nouvelles glissantes, transformant ce qui aurait dû être une simple amélioration de la maison en une source de souffrance physique constante. Cet épisode transforme l'humour slapstick typique de Family Guy en quelque chose de vraiment pitoyable, car les blessures répétées de Peter s'accumulent en un schéma de détresse et d'impuissance authentique. La crise débute par ce qui semble être une décision raisonnable d'amélioration de la maison, lorsque bébé Stewie se prend une écharde des vieilles marches en bois rugueuses. Loi, en mère attentionnée, décide que la meilleure solution est de remplacer le vieil escalier dangereux par un neuf. La maison familiale s'est clairement dégradée. Brian mentionne que Meg est coincée sous une poutre de toit depuis 2 jours, suggérant que la maison des Griffin tombe en ruine de multiples façons. Quand Stewie se blesse sur les escaliers pleins d'échardes, c'est la goutte d'eau qui pousse l'OS à agir. Les escaliers de remplacement semblent initialement être une amélioration logique par rapport aux vieilles marches en bois usées qui causaient des blessures. Loi les fait installer pendant que Peter est à la pharmacie, où il est distrait en essayant de savoir si une femme hispanique y travaille ou est juste une autre cliente. Le calendrier signifie que Peter n'a aucune contribution au remplacement des escaliers et aucune occasion de les tester avant qu'ils ne deviennent un élément permanent de la maison. La famille considère qu'il s'agit d'une amélioration simple de la sécurité qui évitera de futurs accidents. Les nouvelles marches se sont avérées être une erreur catastrophique lorsque Peter rentre chez lui et fait immédiatement une chute dévastatrice. La nouvelle surface en bois est complètement glissante, ce qui fait perdre pied à Peter et le fait chuter violemment. Sa réaction paniquée, qu'est-ce qui est arrivé aux escaliers? Ils sont tous glissants maintenant, révèle à quel point il était complètement impréparé à ce changement. La chute est suffisamment grave pour que l'OS s'inquiète sincèrement de la gravité de ses blessures, mais Peter peine à comprendre ce qui a mal tourné avec ce qui aurait dû être une amélioration. Les chutes deviennent incessantes et de plus en plus démoralisantes pour Peter à mesure que l'épisode progresse. Chaque fois qu'il tente d'utiliser les escaliers, il subit une nouvelle chute douloureuse. Les chutes deviennent un cauchemar récurrent qui domine son existence quotidienne, transformant le moindre déplacement dans sa propre maison en un dangereux parcours d'obstacles. Chaque incident devient plus frustrant que le précédent, alors que Peter réalise qu'il est piégé dans sa propre maison par des escaliers qui semblent conçus pour le blesser. L'état psychologique de Peter se détériore à mesure que les chutes constantes mettent à mal son corps et sa confiance. Après de multiples accidents, il dit à sa famille que rien de tout cela n'est acceptable lorsqu'il lui suggère qu'il doit juste être plus prudent. Les blessures à répétition créent un état de stress chronique et d'anxiété pour quelque chose d'aussi simple que de monter les escaliers chez lui. Peter est tellement traumatisé par l'expérience qu'il finit par décider d'abandonner entièrement l'étage, créant un espace de vie de fortune dans ce qui semble être une chambre à l'étage. La situation atteint son paroxysme absurde lorsque Peter construit un nid élaboré avec ses vieux sous-vêtements, déclarant qu'il pondra ses œufs et élèvera ses petits seul dans cette pièce. Ce comportement bizarre représente la dépression psychologique complète de Peter en réponse à la situation des escaliers. Il a tellement peur de tomber à nouveau qu'il préfère vivre comme un animal plutôt que de risquer une autre chute dans les escaliers mortels. Sa tentative de truquer une sorte de système de poulie pour éviter d'utiliser les escaliers se retourne contre lui de manière spectaculaire, causant une autre blessure qui démontre à quel point il est devenu désespéré. L'isolement de Peter à l'étage devient une forme d'exil auto-imposé de sa propre famille. L'homme qui domine habituellement les conversations et les activités familiales se retrouve littéralement séparé du reste de la maisonnée par sa peur des escaliers. Cette séparation physique crée également une distance émotionnelle, Peter se détachant de plus en plus de la vie familiale normale. Son comportement étrange suggère qu'il fait une sorte de dépression psychologique due au traumatisme physique et au stress constant. L'épisode transforme le slapstick typique de Peter Griffin en quelque chose de vraiment inconfortable à regarder. Habituellement, la comédie physique de Peter le voit se remettre immédiatement de blessures ridicules. Mais les chutes dans les escaliers s'accumulent en une véritable souffrance. Chaque chute devient moins drôle et plus préoccupante à mesure qu'il devient clair que Peter a réellement peur et souffre. Le caractère répétitif des accidents dissipe l'humour et révèle l'impuissance réelle de quelqu'un piégé dans une situation de vie dangereuse. La situation de l'escalier illustre à quel point une amélioration domiciliaire bien intentionnée peut rapidement se retourner contre vous et créer de nouveaux problèmes pires que le problème initial. La décision de l'Ouest de remplacer les escaliers rugueux par des escaliers lisses résout le problème des échardes, mais crée un risque de glissade bien plus dangereux. L'épisode suggère que parfois le remède peut être pire que le mal, surtout lorsque les améliorations de sécurité ne sont pas correctement planifiées ou testées. La réaction de Peter face à la crise révèle également son incapacité à s'adapter aux changements ou à trouver des solutions pratiques aux problèmes. Plutôt que de s'attaquer à la surface glissante avec des bandes antidérapantes, de meilleures chaussures ou des rampes, Peter se réfugie dans des comportements d'évitement de plus en plus étranges. Sa décision de vivre à l'étage en permanence, plutôt que de régler le problème réel, montre sa tendance à créer des solutions de contournement complexes au lieu de s'attaquer directement au problème. L'épisode démontre finalement comment les dangers environnementaux à la maison peuvent complètement perturber la vie normale et le bien-être psychologique. La transformation de Peter, qui est passé d'un patriarche familial confiant à un ermite effrayé et isolé, montre comment des accidents répétés peuvent éroder le sentiment de sécurité et de contrôle d'une personne dans son propre espace de vie. Les escaliers deviennent le symbole de la rapidité avec laquelle des espaces familiers peuvent devenir menaçants lorsque les mesures de sécurité échouent.
À la fin de l'épisode, lorsque Lois fait enfin restaurer le vieil escalier, le soulagement de Peter est palpable. Le retour aux escaliers familiers et rugueux qui pourraient causer des échardes semble infiniment préférable aux escaliers lisses qui garantissent les chutes. La résolution suggère que parfois des solutions plus anciennes et imparfaites sont préférables à de nouvelles améliorations qui créent des problèmes imprévus et que la sécurité domestique exige un examen attentif de toutes les conséquences potentielles plutôt que des solutions rapides qui pourraient se retourner contre nous. Le cauchemar sauvage de Peter, comment une virée dans un club de striptease l'a transformé en bête. Peter Griffin devient complètement sauvage après avoir passé 2 mois seul dans la nature sauvage canadienne suite à un accident d'avion, perdant toute capacité à parler et à se comporter comme un être humain civilisé. Cet épisode montre à quelle vitesse l'isolement et les instincts de survie peuvent anéantir des années de socialisation, transformant Peter d'un père de famille maladroit en une créature primitive qui reconnaît à peine sa propre famille. La catastrophe commence avec ce qui aurait dû être un week-end amusant lorsque Cagmire invite Peter, Joe et Brian à visiter les célèbres clubs de striptease de Montréal. Cagmire affrète un avion privé pour le voyage, avec des équipements de luxe et même une carte des toilettes qui permet aux passagers de choisir où déverser les déchets. Les hommes sont enthousiastes à l'idée de leur aventure et mentent à leurs femmes sur le véritable but de leur voyage, Peter disant à Lois qu'ils partent pour une vague raison professionnelle pendant qu'elle est distraite par d'autres problèmes ménagers. Le comportement imprudent de Peter pendant le vol est la cause directe de l'accident d'avion qui les laisse tous bloqués en pleine nature. Quand il prétend voir un homme sur l'aile, ses amis rejettent cela comme de la paranoïa, mais Peter devient si agité qu'il sort réellement sur l'aile pendant le vol. Cette cascade insensée fait perdre de l'altitude à l'avion et le fait s'écraser dans la forêt canadienne isolée, laissant les 4 hommes bloqués sans moyen de contacter la civilisation et sans matériel de survie. La situation de survie immédiate devient critique alors que le groupe affronte les dures réalités de la nature, vivant sans préparation ni équipement adéquat. Ils n'ont ni nourriture, ni eau potable, ni abri, au-delà de ce qu'ils peuvent construire à partir d'épaves et de matériaux forestiers. Cagmire tente de prendre les choses en main en établissant des protocoles de survie de base comme allumer des feux et créer des pièges pour la nourriture, mais leur mode de vie urbain les a laissés complètement démunis face à ce niveau d'autosuffisance. La situation de Joe empire encore lorsqu'il déclenche accidentellement l'un de leurs propres pièges, se cassant les 2 jambes et le laissant complètement immobilisé. Les espoirs de sauvetage du groupe s'amenuisent quand ils réalisent que personne ne connaît leur vraie destination, puisqu'ils ont menti sur le voyage. Après plusieurs jours de tentatives de survie infructueuses et un désespoir croissant, ils parviennent à la douloureuse conclusion que quelqu'un doit s'aventurer dans la nature inconnue pour trouver de l'aide. Puisque Peter est le seul à être encore mobile après la blessure de Joe, il se porte volontaire pour traverser la forêt jusqu'à ce qu'il atteigne la civilisation, malgré son absence de compétences en navigation ou d'expérience en milieu sauvage. Le voyage en solitaire de Peter dans l'immense nature sauvage canadienne se transforme en un cauchemar d'isolement et de survie qui modifie fondamentalement sa psyché. Sans contact humain pendant 2 mois, il est contraint de vivre comme un animal sauvage, cherchant sa nourriture, construisant des abris rudimentaires et se défendant contre la faune réelle. L'absence totale d'interaction humaine et le stress constant de la survie érodant progressivement sa capacité de parler, son comportement social et même sa reconnaissance élémentaire des concepts civilisés. Lorsque les équipes de recherche retrouvent enfin Peter après 2 mois, elles découvrent qu'il est devenu complètement sauvage. Incapable de parler autrement que par grognement et borborigme, mangeant des ordures, projetant des fluides corporels et ne montrant aucune reconnaissance des normes sociales humaines. L'homme qui dominait autrefois les conversations familiales par ses opinions et ses récits bruyants a été réduit à une créature primitive qui ne communique que par des comportements animaliers. Sa transformation est si complète qu'il ne reconnaît même pas sa propre famille lorsqu'ils sont réunis. Les dommages psychologiques subis par Peter lors de son épreuve en pleine nature résistent aux efforts de réhabilitation conventionnels. Sa famille tente plusieurs approches pour lui rendre son humanité, notamment en lui montrant des objets familiers comme la télévision, en jouant de la musique qu'il aimait, et même en utilisant des vidéos préenregistrées que Peter avait ironiquement faites au cas où il deviendrait sauvage. Malgré ces tentatives, Peter reste prisonnier de son état primitif, incapable d'accéder aux modèles de langage et aux comportements sociaux qui définissaient autrefois sa personnalité. L'état sauvage de Peter crée une situation impossible pour sa famille, qui doit choisir entre poursuivre de vaines tentatives de réhabilitation ou accepter que l'homme qu'il connaissait soit peut-être définitivement perdu. Le fardeau émotionnel devient insupportable lorsqu'il voit un être cher réduit à une créature sauvage qui ne les reconnaît même plus comme membres de sa famille. Lois est confrontée à la déchirante possibilité que son mari doive être relâché dans la nature, où il semble plus à l'aise que dans la société humaine. La décision de la famille de relâcher Peter dans la forêt représente leur acceptation que 2 mois d'isolement ont fondamentalement brisé quelque chose dans sa psyché qui pourrait ne jamais être réparé. La scène devient profondément tragique alors qu'ils disent adieu à quelqu'un de physiquement présent mais psychologiquement inaccessible, pleurant essentiellement une personne toujours vivante mais qui ne leur est plus accessible en tant qu'être humain conscient. Le rétablissement miraculeux de Peter survient lorsque Meg exprime un amour et une acceptation sincère malgré son état, brisant d'une manière ou d'une autre les barrières psychologiques que le traumatisme et l'isolement avaient créées. Sa déclaration qu'il sera toujours son père déclenche son premier discours humain depuis des mois, ironiquement, en lui disant de se taire, ce qui représente un retour à ses schémas de personnalité familiers. Cette avancée suggère que le lien émotionnel et l'acceptation inconditionnelle étaient des outils de réhabilitation plus puissants que toute intervention technique. L'épisode démontre à quelle vitesse un isolement extrême peut anéantir des années de socialisation et de développement psychologique. La transformation de Peter, d'une créature sociale volubile en un primitif grognant, montre à quel point la conscience humaine dépend d'une interaction sociale continue et d'un renforcement culturel. Sans interaction avec d'autres personnes, même les compétences linguistiques de base s'atrophient, les instincts de survie prenant le pas sur les fonctions cognitives supérieures. L'expérience de Peter révèle également la fragilité psychologique cachée sous son extérieur habituellement confiant.
L'homme qui d'ordinaire se remet de situations ridicules sans que son ego n'en souffre est complètement brisé par une véritable épreuve et l'isolement. Cela suggère que sa résilience normale dépend fortement des systèmes de soutien social et des environnements familiers qui n'étaient pas disponibles dans la situation de survie en milieu sauvage. L'épreuve de la nature sauvage dépouille Peter de tous ses mécanismes d'adaptation et rôles sociaux habituels, révélant la personne vulnérable sous son personnage bruyant et odieux. Sans son travail, la dynamique familiale, ses amis et ses activités routinières pour le définir, Peter perd entièrement son sens de l'identité et se replie sur un mode de survie pur. L'épisode suggère que la personnalité elle-même est plus fragile que nous ne le pensons généralement, nécessitant un renforcement social constant pour maintenir sa cohérence et sa complexité. Le cauchemar social de Peter, comment la maladie l'a rendu invisible à ses propres amis. Peter Griffin est rongé par la peur et la jalousie lorsque sa maladie oblige Lois à le remplacer dans son équipe de bowling pour découvrir que ses amis préfèrent sa compagnie et son humour au sien. Cet épisode révèle la profonde insécurité de Peter quant à sa valeur sociale et sa terreur d'être remplacé dans les relations qui définissent son identité en tant qu'homme. La crise débute lorsque Peter développe une maladie grave qui lui donne une voix incroyablement grave et sexy, ce qui ravit Lois au début, mais le laisse physiquement affaibli. Les tentatives désespérées de Peter pour conserver son nouvel attrait sexuel le poussent à se rendre délibérément plus malade, ignorant la détérioration de sa santé au profit du maintien de l'attirance de Lois pour lui. Quand il se rétablit enfin, il perd sa voix sexy et découvre qu'il est trop malade pour participer à un important tournoi de bowling avec Joe et Quagmire. Le genre d'activité de camaraderie masculine qui constitue le cœur de son identité sociale. La demande de Peter à Lois de le remplacer au tournoi de bowling semble être une simple faveur entre époux, mais elle ouvre la porte à son pire cauchemar concernant l'amitié masculine et la hiérarchie sociale. Peter pense que Lois sera un remplacement temporaire et inadéquat qui fera que ses amis apprécieront encore plus son retour. Il n'a aucune idée que sa femme pourrait être douée au bowling ou, plus menaçant encore, qu'elle pourrait être plus amusante que lui. L'invitation représente la première erreur de calcul majeure de Peter concernant sa propre valeur irremplaçable pour son groupe d'amis. Le succès immédiat de Lois auprès de Joe et Quagmire brise les idées reçues de Peter sur sa position sociale et révèle la fragilité de ses amitiés. Elle se révèle non seulement une joueuse de bowling talentueuse qui les aide à gagner le tournoi, mais aussi une conteuse douée, qui les divertit avec des anecdotes sur les trapézistes et les gens du cirque. Les hommes sont ravis de sa compagnie et commencent à l'inclure dans des activités qui vont bien au-delà du service de bowling initial, allant à des matchs de baseball, visitant des bars et partageant le genre de camaraderie masculine décontractée que Peter pensait lui appartenir exclusivement. La panique grandissante de Peter, alors qu'il voit son remplacement se concrétiser, devient le cœur émotionnel de sa souffrance. Lorsqu'il se remet de sa maladie et tente de réintégrer le groupe, il découvre que Joe et Quagmire ont maintenant des surnoms de Lois, Quags et Swanee, des blagues internes qu'il ne comprend pas, et une dynamique qui ne nécessite plus sa présence. Ses tentatives de reconquérir sa position en racontant ses propres histoires tombent complètement à plat. Son anecdote sur un homme s'étouffant avec une amande et faisant un AVC horrifie plutôt qu'elle n'amuse ses amis. Soulignant à quel point son humour a toujours été grossier et insensible comparé à l'esprit plus sophistiqué de Lois. La profondeur de l'insécurité de Peter devient évidente lorsqu'il tente désespérément d'affirmer ses droits territoriaux sur ses amitiés, disant à Lois que Joe et Quagmire sont tout ce qu'il a et exigeant qu'elle s'en tienne aux courses et au rasoir rose rouillé. Cette explosion révèle à quel point l'estime de soi de Peter dépend d'être le centre d'attention dans son petit cercle social, et à quel point il se sent menacé par quiconque pourrait se montrer plus précieux que lui aux yeux de ses amis. Son affirmation qu'il a du mal à se faire de nouveaux amis révèle la vulnérabilité sous-jacente à son extérieur typiquement confiant. La dépression nerveuse de Peter lors d'une visite ultérieure au bar montre à quel point la situation a complètement déstabilisé son identité. Lorsque ses amis continuent de se concentrer sur les histoires amusantes de Lois tout en ignorant ses contributions, Peter devient de plus en plus frénétique et désorienté, allant même jusqu'à confondre les noms de ses amis. Son plaidoyer désespéré, « Regardez-moi s'il vous plaît », révèle une personne dont l'identité entière dépend d'être le point central des interactions sociales, et qui ne peut pas supporter d'être relégué à un rôle secondaire au sein de son propre groupe d'amis. La crise force Peter à affronter la réalité inconfortable que ses amitiés étaient peut-être davantage basées sur l'habitude et la commodité que sur une véritable appréciation de sa personnalité ou de sa compagnie. L'intégration facile de Lois au groupe suggère que le rôle de Peter n'était pas aussi irremplaçable qu'il le croyait, et que ses amis toléraient peut-être sa compagnie plutôt que de l'apprécier réellement. Cette prise de conscience frappe au cœur de l'identité masculine de Peter, construite autour de l'idée d'être la figure dominante et divertissante dans toute situation sociale. La peur de Peter de devenir socialement insignifiant reflète des angoisses plus profondes concernant le vieillissement, l'évolution des relations et la possibilité que les personnes les plus proches de lui préfèrent en fait une vie sans lui. L'épisode exploite la peur universelle que nous ne soyons pas aussi importants pour les autres qu'ils le sont pour nous, et que notre absence soit davantage un soulagement qu'une perte. Pour quelqu'un comme Peter, dont l'estime de soi dépend fortement de la validation externe et de la domination sociale, cette possibilité représente une menace existentielle. La résolution intervient lorsque Lois se retire volontairement de ses amitiés, reconnaissant que le besoin de Peter pour ses relations l'emporte sur son propre plaisir. Sa décision de privilégier son mariage plutôt que ses nouvelles amitiés témoigne d'une maturité émotionnelle et d'un esprit de sacrifice. Mais cela souligne aussi à quel point l'ego de Peter est fragile. Le fait qu'il ne puisse pas supporter de partager ses amitiés ou de rivaliser pour l'attention révèle une insécurité significative sous sa confiance habituellement exubérante. La sortie gracieuse de Lois du groupe d'amis, agrémentée de commentaires délibérément repoussant sur les règles et l'hygiène féminine, montre qu'elle comprend que les besoins sociaux de Peter sont plus désespérés que les siens.
Sa volonté de paraître ennuyeuse et dégoûtante pour préserver la fierté masculine de Peter révèle à la fois son amour pour lui et sa reconnaissance de l'importance de ses amitiés pour son identité. L'épisode suggère que parfois, maintenir des relations exige qu'une personne sacrifie ses propres opportunités sociales pour le bien-être psychologique de son partenaire. L'épisode révèle finalement à quel point l'amitié masculine peut être fondée sur la performance et la compétition plutôt que sur une véritable connexion émotionnelle. La terreur de Peter d'être remplacé suggère que ses relations avec Joe et Quagmire visent davantage à maintenir sa position dans une hiérarchie sociale qu'à des liens personnels profonds. La facilité avec laquelle Lois s'intègre dans son rôle indique que la dynamique de groupe n'a jamais vraiment dépendu des qualités uniques de Peter, mais plutôt de la présence d'une personne pour remplir une fonction sociale particulière, qui pourrait être assurée par presque n'importe qui ayant des compétences sociales de base et un sens de l'humour. La perte dévastatrice de Peter, comment la mort de Brian a brisé son monde. Peter Griffin endure le chagrin le plus profond de sa vie lorsque Brian meurt dans un accident de hockey de rue inattendu, révélant la profondeur de leur amitié improbable et forçant Peter à affronter ce que signifie perdre quelqu'un qui le comprenait vraiment. Cet épisode dépouille Peter de toute sa résilience comique habituelle et le montre véritablement brisé par la perte de la seule relation qui définissait son noyau émotionnel. La tragédie commence ce qui aurait dû être un jour ordinaire de loisirs en plein air, lorsque Stewie décide de détruire sa machine à voyager dans le temps et suggère à Brian et lui de se mettre au hockey de rue comme nouveau passe-temps. Après avoir trouvé une cage de hockey en parfait état à la décharge, ils l'ont installée dans la rue pour faire de l'exercice en plein air. L'activité représente un rare moment de plaisir simple et sain pour les deux personnages. Brian fait une pause dans ses activités intellectuelles habituelles, et Stewie explore des activités enfantines normales plutôt que ses typiques plans de domination mondiale. L'accident se produit avec une soudaineté choquante lorsque Brian va chercher ses genouillères et qu'une voiture en excès de vitesse le frappe alors qu'il est positionné près du but de hockey. Le conducteur ne s'arrête même pas pour voir comment va Brian, laissant Stewie seul témoin des blessures dévastatrices de son meilleur ami. La scène devient immédiatement tragique alors que Brian gît brisé dans la rue, ses blessures si graves que même le vétérinaire ne peut le sauver. Ce qui n'était au départ qu'un jeu innocent se transforme en un cauchemar impensable en l'espace de quelques secondes. La scène de la mort de Brian devient l'un des moments les plus dévastateurs émotionnellement de la série, alors qu'il utilise ses derniers souffles pour dire à sa famille à quel point elle a compté pour lui. Ces derniers mots, « Tu m'as offert une vie merveilleuse. Je vous aime tous », cela exprime la gratitude et l'amour qui définissaient sa relation avec la famille Griffin. La réaction immédiate de Peter montre une dévastation totale alors qu'il raconte frénétiquement à Brian toutes les choses qu'ils étaient censés faire ensemble, y compris devenir véliplanchiste, où Peter serait un peu meilleur, mais ils seraient tous les deux bons. Cela révèle la profonde affection de Peter, mêlée à sa nature compétitive typique, montrant comment leur amitié englobait à la fois un amour sincère et le besoin de Peter de se sentir supérieur. La scène des funérailles révèle l'ampleur de l'effondrement émotionnel de Peter, alors qu'il peine à exprimer ce que Brian représentait pour lui devant l'assemblée en deuil. Sa comparaison de la douleur à une double entorse de la cheville semble d'abord typique de l'insensibilité de Peter, mais elle représente en fait sa tentative de quantifier la douleur émotionnelle dans les seuls termes qu'il comprend. Quand il qualifie Brian de meilleur ami du monde entier et dit qu'il était comme un frère, Peter révèle la profondeur d'une relation qui a transcendé la dynamique typique propriétaire-animal pour devenir quelque chose de vraiment significatif. Le chagrin de Peter se manifeste de manière à montrer à quel point la perte de Brian a bouleversé son existence quotidienne. Un mois après le décès, Peter sert encore automatiquement le dîner à Brian avant de se reprendre, indiquant à quel point leur routine était devenue ancrée. Son commentaire, disant que c'est la pire douleur qu'il ait jamais eu à traverser et qu'il passera le reste de sa vie à le regretter, révèle une honnêteté émotionnelle rarement vue chez Peter, qui d'habitude détourne les sentiments sérieux avec humour ou bravade. La suggestion de prendre un nouveau chien crée un conflit interne chez Peter entre son besoin pratique d'aller de l'avant et sa loyauté envers la mémoire de Brian. Alors que Lois suggère qu'un nouvel animal de compagnie pourrait aider la famille à guérir, Peter aborde cette décision avec une réflexion inhabituelle. Sa volonté d'envisager même de remplacer Brian montre à quel point cette perte a affecté sa vie quotidienne, tandis que son approche prudente dans le choix de Vinny indique qu'il est conscient qu'aucun chien ne pourrait vraiment remplacer ce qu'il a vécu avec Brian. L'interaction de Peter avec Vinny révèle comment il essaie de reconstruire la camaraderie qu'il a perdue tout en reconnaissant que cette nouvelle relation sera fondamentalement différente. Lorsque Vinny propose de préparer le dîner et se montre immédiatement attentionné envers Lois, Peter semble sincèrement impressionné par des qualités que Brian n'a jamais possédées. Cependant, son enthousiasme, quand Vinny prétend être un coureur de jupons, montre Peter essayant de retrouver les aspects de camaraderie masculine de sa relation avec Brian, suggérant qu'il cherche à satisfaire des besoins émotionnels spécifiques. L'épisode montre comment la mort de Brian affecte la vision du monde de Peter sur les relations et la loyauté. Brian représentait une stimulation intellectuelle, un soutien émotionnel et une compagnie sans jugement que Peter ne trouvait nulle part ailleurs dans sa vie. Contrairement à ses amis humains qui souvent se moquaient de lui ou le rejetaient, Brian se souciait sincèrement du bien-être de Peter et lui offrait des conversations sophistiquées qui poussaient Peter à penser au-delà de ses perspectives simplistes habituelles. Le chagrin de Peter révèle aussi sa capacité à aimer sincèrement, sous son apparence habituellement égoïste. Sa description de Brian comme quelqu'un d'intelligent et loyal montre que Peter appréciait réellement les meilleures qualités de Brian, plutôt que de le voir simplement comme un divertissement ou un moyen de flatter son ego. Le fait que Peter considère cette perte pire que toute douleur physique qu'il ait ressentie indique sa capacité à former des liens émotionnels profonds, malgré sa focalisation habituelle sur la gratification immédiate et les préoccupations superficielles. Le processus d'acceptation de Vinny dans la famille force Peter à confronter ce qui rendait sa relation avec Brian si spéciale, tout en restant ouvert à de nouvelles formes de camaraderie. La personnalité ouvrière et les compétences pratiques de Vinny représentent un type d'amitié différent de l'approche intellectuelle de Brian, mais qui pourrait en fait mieux compléter la personnalité de Peter à certains égards.
Cela suggère que le processus de deuil de Peter implique à la fois d'honorer sa relation passée et de rester ouvert à des liens différents, mais tout aussi significatifs. L'expérience de Peter face au deuil révèle finalement des profondeurs émotionnelles que son comportement bouffon habituel dissimule généralement. La perte de Brian le prive de son humour défensif et le force à exprimer des sentiments authentiques sur l'amour, l'amitié et la perte. Son éloge funèbre, malgré un début maladroit, devient un hommage étonnamment émouvant qui révèle la capacité de Peter à éprouver des émotions sincères lorsque les circonstances l'exigent. L'épisode suggère que sous l'extérieur odieux de Peter se cache quelqu'un capable de nouer des liens profonds et de ressentir un véritable chagrin lorsque ces liens sont rompus. L'impact à long terme de la mort de Brian continue de façonner le comportement et les relations de Peter tout au long de l'épisode, montrant comment une perte significative peut fondamentalement altérer l'approche de la vie et des liens d'une personne. Sa volonté d'accueillir Vinny tout en honorant la mémoire de Brian témoigne d'une croissance émotionnelle et du processus complexe de guérison, tout en maintenant la loyauté envers des relations importantes qui ont pris fin. La double crise de Peter. Comment la perte d'emploi et l'impuissance ont détruit son identité masculine. Peter Griffin subit une dépression psychologique complète lorsque la perte de son emploi de cariste déclenche une grave dysfonction érectile, créant un cercle vicieux où le chômage détruit sa confiance sexuelle et l'impuissance renforce son sentiment d'inutilité en tant qu'homme. Cet épisode explore comment l'identité masculine traditionnelle dépend à la fois de la réussite professionnelle et de la performance sexuelle, et comment la perte de l'une ou l'autre peut dévaster l'estime de soi d'un homme. La crise commence lorsque Peter est promu cariste, ce qui le remplit initialement de fierté et d'enthousiasme quant à son nouveau statut au travail. Le poste s'accompagne d'une augmentation de 5% et du respect qu'inspire la conduite d'engins lourds. Ce qui donne à Peter le sentiment d'être plus important et capable qu'il ne l'a été depuis des années. Il se délecte du pouvoir et de la liberté que lui procure le chariot élévateur, l'utilisant pour impressionner ses amis et se sentir supérieur aux piétons qui ne peuvent pas voir sa position élevée. Le chariot élévateur devient un symbole de sa compétence masculine et de son autorité au travail. Le comportement imprudent de Peter avec le chariot élévateur prépare le désastre inévitable qui lui fera perdre sa confiance retrouvée. Sa décision de conduire le chariot élévateur dans une salle de conférence lors d'une présentation commerciale, blessant 2 personnes et causant d'importants dégâts matériels, représente le genre d'action impulsive et irréfléchie qui a défini son personnage tout au long de la série. Cependant, cette fois, les conséquences vont bien au-delà d'un embarras temporaire. Son patron le licencie immédiatement pour faute grave, lui retirant à la fois ses revenus et son identité professionnelle. La perte d'emploi crée une pression financière immédiate qui force une restructuration complète de la dynamique du foyer Griffin. Leurs économies s'amenuisant et les factures s'accumulant, Lois n'a d'autre choix que de chercher un emploi à l'épicerie locale, devenant ainsi la principale source de revenus de la famille pour la première fois de leur mariage. Peter se retrouve relégué au rôle de père au foyer, responsable de la cuisine, du ménage, de la lessive et de la garde des enfants, des tâches qu'il n'a jamais effectuées et qu'il considère comme fondamentalement féminines. La difficulté de Peter avec les tâches ménagères révèle à quel point il est peu préparé à tout ce qui sort des rôles masculins traditionnels. Ses tentatives culinaires se soldent par des coquelets crus servis à la famille, tandis que ses efforts de lessive impliquent l'utilisation du lave-vaisselle lorsque la machine à laver fait des siennes. Son malaise face au changement de couche de Stewie devient si extrême qu'il narre tout le processus pour éviter toute suggestion d'inconvenance, soulignant son anxiété à accomplir des tâches qu'il considère comme féminines. Le renversement complet des rôles de genre traditionnels dans le foyer Griffin crée une pression psychologique qui se manifeste par une dysfonction érectile, symbolisant physiquement la masculinité perdue de Peter. Quand Lois rentre du travail en quête d'intimité sexuelle, Peter se retrouve incapable de performer, lui disant que son engin ne peut pas prendre part à la tambouille ce soir. Le langage euphémique révèle sa gêne à aborder le problème directement, tandis que le moment choisi met en évidence le lien entre la perte de son identité professionnelle et son dysfonctionnement sexuel. L'impuissance de Peter devient une source d'humiliation publique lorsqu'il avoue à Joe et Kagmir avoir menti plus tôt dans la soirée en prétendant avoir eu une érection. Son plaidoyer désespéré, « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas chez moi décevoir ma femme une fois de plus », montre à quel point le dysfonctionnement sexuel est devenu une source quotidienne de honte qui renforce son sentiment d'inadéquation en tant que mari. Même ses amis reconnaissent la gravité de la situation. Avec Kagmir proposant des solutions de plus en plus élaborées pour restaurer la fonction sexuelle de Peter, la consultation médicale avec le Dr Hartman n'apporte aucune aide réelle, le médecin suggérant le divorce comme solution et admettant qu'il prescrit des médicaments contre la dysfonction érectile comme antidépresseurs. Cette incompétence force Peter à compter sur ses amis pour obtenir du soutien, ce qui conduit à des tentatives de plus en plus désespérées et humiliantes de restaurer sa fonction sexuelle par des aides mécaniques et une manipulation psychologique. L'engin de marionnette sexuelle de Kagmir représente les profondeurs auxquelles le désespoir de Peter l'a poussé. La dépression nerveuse de Peter révèle à quel point son identité dépend de la validation externe et des marqueurs masculins traditionnels de succès. Son incapacité à subvenir aux besoins financiers de sa famille ou à satisfaire sexuellement sa femme lui retire les 2 principales façons dont il définit sa valeur en tant qu'homme. L'épisode montre à quel point l'identité masculine peut être fragile lorsqu'elle est entièrement construite sur la performance plutôt que sur l'estime de soi intrinsèque ou l'intelligence émotionnelle. Le lien entre l'emploi et la fonction sexuelle devient explicite lorsque Kagmir identifie la perte d'emploi de Peter comme la cause profonde de son impuissance, expliquant qu'il a été complètement émasculé parce qu'il n'est plus le gagne-pain. Ce diagnostic suggère que le dysfonctionnement sexuel de Peter est d'ordre psychologique plutôt que physique, découlant de son incapacité à remplir le rôle masculin traditionnel de soutien financier. L'épisode suggère que l'identité masculine est tellement liée à la réussite professionnelle que le chômage peut littéralement rendre un homme impuissant. La tentative désespérée de Peter de retrouver son emploi implique d'encaisser un coupon de la Saint-Valentin de son patron qui promet une seconde chance après avoir été licencié pour faute grave.
Cette solution absurde souligne à la fois le manque de compétences de Kai, Peter en matière de résolution de problèmes conventionnels et sa reconnaissance que l'emploi est essentiel à son bien-être psychologique. L'existence d'un tel coupon suggère que son patron anticipait l'échec inévitable de Peter, rendant sa réembauche à la fois prévisible et quelque peu pathétique. Le rétablissement immédiat de la fonction sexuelle de Peter dès qu'il retrouve un emploi confirme la nature psychologique de son dysfonctionnement et le lien direct entre son identité professionnelle et sexuelle. Sa suggestion que Lois et lui aient des relations sexuelles ici même, sur une pile de pain pita dans l'épicerie, représente une réaffirmation agressive de sa domination masculine et de sa confiance sexuelle. La nature grossière de cette suggestion montre que Peter compense sa période de dysfonctionnement en étant agressivement sexuel. L'épisode révèle comment les rôles de genre traditionnels peuvent créer une pression psychologique qui se manifeste par des symptômes physiques lorsque ces rôles sont menacés ou inversés. L'incapacité totale de Peter à s'adapter aux responsabilités domestiques ou à accepter sa femme comme principale source de revenus suggère une rigidité de l'identité masculine qui rend les hommes vulnérables à la crise lorsque les circonstances changent. Son rétablissement dépend entièrement du retour aux arrangements traditionnels plutôt que du développement de nouvelles façons de définir la valeur masculine. L'intrigue montre comment le chômage peut affecter tous les aspects de la vie d'un homme lorsque son identité est construite autour des rôles masculins traditionnels. La perte d'emploi de Peter ne crée pas seulement des problèmes financiers. Cela déclenche une cascade de problèmes psychologiques qui affectent son mariage, son estime de soi et même sa santé physique. L'épisode suggère que les hommes qui lient entièrement leur valeur au succès professionnel et à la performance sexuelle sont extrêmement vulnérables à une dépression psychologique complète lorsque l'un ou l'autre de ces éléments est menacé. La résolution, bien qu'apportant un soulagement immédiat à Peter, ne fait pas grand-chose pour remédier à la fragilité sous-jacente de son identité masculine ou pour développer d'autres sources d'estime de soi qui pourraient être plus résistantes aux revers futurs. Son retour au poste de cariste lui redonne confiance, mais le laisse tout aussi vulnérable aux crises futures qu'auparavant, suggérant que son rétablissement est temporaire plutôt que transformateur. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur les épisodes les plus sombres de Family Guy.